parler de développer une API Cloud Ready avec Quarkus. Donc je m'appelle Loïc Mathieu, je suis consultant chez Zenica, je développe depuis une quinzaine d'années et je suis contributeur Quarkus. Voilà, donc vous pouvez me contacter sur mon compte Twitter si vous voulez. Donc je vais vous faire une petite présentation d'une vingtaine de minutes de Quarkus, des problématiques Cloud Ready et de comment Quarkus y répond. Et ensuite, je vous ferai une petite session de live coding. OK ? Donc Quarkus, je ne sais pas si vous avez... Qui connaît Quarkus ici? Wow, ok, c'est déjà pas mal. Donc là, si vous connaissez un peu Quarkus, vous connaissez leur, je sais pas comment on dit ça, leur petit sous-titre, Supersonic Subatomic Java. Ok. Donc on retrouve souvent quand on parle de Quarkus cette image-là, en fait, qui est tirée de leur site web, qui compare un peu l'empreinte mémoire et le temps de démarrage d'une application avec Quarkus versus une application développée avec des frameworks cloud native classiques. Donc je ne vais pas citer les autres frameworks, hein. Vous avez plein de benchmarks disponibles sur l'application, sur Internet. Donc Quarkus, en fait, il a été pensé pour le cloud, pensé pour avoir une empreinte mémoire faible et pensé pour démarrer rapidement. Donc on trouve souvent effectivement ces comparatifs qui vont vous dire que un Quarkus ça a un resident set size. Donc resident set size, c'est vraiment l'empreinte mémoire globale sur l'OS qui est très faible. Donc ici il cite 74 MB avec OpenJDK. C'est là tout en haut, ici. Et ils disent que si on a une stack REST plus JPA, donc les choses qui nous intéressent le plus, on est à 130 MB. Donc 130 MB, c'est la heap, le off heap et tout le reste, les threads. Donc vraiment l'empreinte mémoire totale sur votre OS. Donc c'est pour ça aussi qu'on dit souvent que Quarkus est vraiment taillé pour les conteneurs. Et au niveau du temps de démarrage, donc ça c'est vraiment c'est ce qu'ils appellent le côté subatomique de Quarkus. Quarkus c'est vraiment une empreinte mémoire très faible. L'intérêt avec Quarkus aussi, c'est qu'ils permettent une compilation en AOT pour tourner avec GraalVM, je reviendrai dessus. Quand on fait tourner Quarkus dans GraalVM, là on a vraiment un resident set size qui est très très petit. 13 MB sur juste une stack REST et 35 MB avec du JPA. Mais vraiment 35 MB avec tout, avec votre heap, avec tout ce qui est en off heap, donc entre autres tout ce qui est les métadatas de classe. Donc c'est vraiment très 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 petit. Si on compare avec des stacks classiques, on est à peu près 2 fois moins que les concurrents du marché. Même si ça a pas mal évolué. Au niveau des temps de démarrage, on va retrouver à peu près la même chose. C'est pour eux le côté supersonique. C'est qu'ils ont vraiment optimisé le temps de démarrage. On verra pourquoi, mais grosso modo, ils ont fait en sorte qu'une partie de ce que fait classiquement un framework au démarrage soit fait au build, donc dans le build Maven. Et donc, ils annoncent des temps de démarrage de l'ordre de la seconde pour des stacks REST et de l'ordre de 2 secondes 5 pour des stacks REST plus JPA. 2 secondes 5 pour du démarrage. Donc, c'est vraiment très très rapide. Et là, au niveau du démarrage, on est classiquement proche des 10 secondes pour certains concurrents. Pourquoi ça, c'est très bon pour les conteneurs? Parce que quand on exécute nos conteneurs dans un environnement qui est contraint en CPU, parfois nos 10 secondes sur notre poste, ça devient 30 secondes, voire plus. Et donc Quarkus, s'il est à 2 secondes, dans un environnement contraint en CPU, par exemple si vous le mettez sur un cluster Kubernetes avec un CPU ou un demi-CPU, vous allez être à un peu moins de 10 secondes, voire 5-6 secondes pour démarrer. Donc là, vous pouvez vraiment avoir quelque chose qui démarre rapidement pour du cloud. Alors moi, ce que j'adore avec Quarkus, c'est qu'ils ont voulu faire en sorte qu'on développe en impératif, en asynchrone ou en réactif, on puisse vraiment utiliser les mêmes API et développer de la même manière. Donc ça, c'est trois méthodes d'un endpoint REST qui vont faire la même chose, mais le premier, il est en impératif. Donc ça fait un hello world sur un get qui va retourner directement hello. Le deuxième, il retourne un completion stage pour faire en asynchrone. Et le troisième, il va retourner un publisher Eric Java pour faire du server-side event parce qu'on veut faire du réactif. Et en fait, ça veut dire que vraiment, dans toutes les couches de Quarkus, on peut tout développer de la même manière, que ça soit de l'impératif, de l'asynchrone ou du réactif.
Le réactif, il supporte in-memory pour faire du réactif entre deux composants au sein de la même application, ou via du reactive messaging avec du Kafka, du MQP et du MQTT. Alors, une des philosophies de Quarkus, c'est Developer Join. Le but, c'est de faciliter la vue du développeur. Donc, choses assez classiques qui vont unifier la configuration, mais il y a aussi du live reload. Alors moi, j'adore le live reload parce que je me rappelle quand j'étais un peu plus jeune, beaucoup plus jeune, je développais dans du Tomcat et quand je faisais une modification, mon Tomcat il redémarrait. On a un petit peu perdu ça avec Spring Boot et compagnie. Comme ils intégraient le runtime, on devait les redémarrer quand on faisait des modifications. Et donc à chaque fois, on se prenait les 5-6 secondes de démarrage, voire un peu plus. Quarkus, ils ont du live reload, et le live reload, en plus, il est assez intelligent. C'est-à-dire qu'au lieu de redémarrer en boucle, comme ce qu'on a par exemple sur du Node.js, il va juste détecter qu'il y a un changement, et il va redémarrer quand on va taper notre endpoint REST. Ça permet d'éviter des redémarrages en boucle avec les CPU qui tournent. En plus, pour du Java, c'est du redémarrage qui ne pollue pas la mémoire. Ils ont vraiment un système de live reload qui est assez performant. Donc on peut faire tourner le live reload, moi ça m'arrive de le faire tourner 2-3 jours, sans faire gaffe, et pas de problème de memory leak. Donc c'est vraiment super pratique. Boilerplateless, donc ça c'est quand même vraiment sympa, ils vont éviter tout boilerplate, à tel point qu'on n'a pas de class application où on doit activer de la configuration, par exemple, ça il n'y a pas chez Quarkus. Quand on code directement du code qui sert à quelque chose. Il nous facilite la compilation native dans GraalVM. Et ça, vous verrez que c'est vraiment un plus, parce que ça peut être vite très très compliqué. Un des grands intérêts de Quarkus aussi, c'est qu'en fait, globalement, si vous avez fait du J2E, vous connaissez Quarkus. Quarkus, il se base sur des standards. C'est principalement un framework qui va agréger d'autres frameworks. Pour la couche JPA, il va faire de l'Hibernate. Pour la couche REST, c'est du REST-Easy, donc c'est du JAX-RS, le standard de développement de web service REST en Java. Il fait de l'Open API, Open Tracing, Open Metric. Il se base beaucoup sur tout ce qui est spécification micro-profile. Et au cœur de tout ça, ils ont leur propre implémentation CDI, donc leur propre implémentation d'injection, qui s'appelle Arc. Par contre, de par la spécificité de Quarkus, il ne supporte pas tout au niveau de l'aspect CDI. Mais c'est vraiment la brique centrale qui va faire la glue entre tout ça. Ok, donc ça c'était très très rapide une présentation de Quarkus. Il y a pas mal de choses aussi pour l'accès aux données, pour le messaging, il y a beaucoup de choses pour la couche REST. Si vous voulez avoir une bonne présentation de Quarkus, vous en trouverez plein sur le net. Je vais vous parler principalement des problématiques Cloud Ready. Okay. Quand on parle Cloud Ready, on voit souvent ça, c'est les 12 Factors Apps. Qui connaît les 12 Factors Apps? Ok. Donc c'est 12 principes de développement d'applications qui permettent de développer une application qui est Cloud Ready, donc qui est prête à aller dans le cloud. Donc je ne vais pas tous les passer, je vais juste en parler de quelques-unes. Dans les 12 Factors Apps, ils nous disent ce qui est bien, c'est de stocker la configuration dans des variables d'environnement. Ils nous disent qu'il faut séparer le build et le run. Ils nous disent qu'il faut que l'application soit stateless, qu'on doit scaler en ajoutant des process, donc en fait on scale en ajoutant des instances de l'application, qu'on doit exposer les services via port binding, donc tout ça parle pas mal de conteneurs quand même. Et très intéressant, le côté disposability. C'est-à-dire que eux, ce qu'ils disent, c'est que pour qu'une application soit robuste, il faut qu'elle démarre vite et qu'elle s'arrête de manière graceful, donc qu'elle s'arrête sans effet de bord, qu'elle soit capable de s'arrêter. Ce qui veut dire qu'il faut s'intégrer sur les process de démarrage et d'arrêt standard d'une application. Donc entre autres répondre aux seek terms, seek kill pour pouvoir s'arrêter proprement et surtout démarrer rapidement. Et la dernière chose que je voulais faire pointer, c'est qu'ils disent qu'il faut avoir une dev prod parity, il faut que le dev, le staging et la production soient aussi similaires que possible. Donc ça remonte encore aux best practices de la containerisation, c'est avoir la même image qu'on va faire tourner sur tous nos environnements. Il y a un truc que j'aime bien aussi sur tout ce qui est principe Cloud Ready, c'est un papier blanc de Red Hat sur les containers native application. Donc vous avez le lien en dessous, vraiment, je pense que c'est super sympa à lire, ces quelques pages. Et donc pareil, il va nous présenter pas mal de trucs qui sont déjà présents dans les 12 Factor Apps, mais il va plus parler de ce que c'est qu'une application qui est qui répond aux problématiques des conteneurs et pour déployer dans Kubernetes, puisqu'aujourd'hui le cloud, souvent on va déployer dans Kubernetes.
Donc on retrouve un peu les mêmes principes. Il y a un principe de plus, là ici il y a High Observability Principle, tout en haut. Donc qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte qu'on doit être capable d'observer le process depuis l'extérieur du conteneur. Donc ça veut dire exposer le health du process avec de la readiness et de la liveness, savoir quand est-ce que notre process est up et quand est-ce qu'il est capable de recevoir des requêtes, ce qui peut être deux choses différentes, et qu'il soit capable d'exposer des métriques, d'avoir du tracing, d'avoir des logs. Après, j'aime bien aussi le Self-Containment Principle. Il dit bien que dans notre conteneur, on doit avoir notre application. Et quand on va démarrer, c'est là où on va avoir injecté du stockage et de la configuration. Et encore une fois, le même Image Immutability Principle. On verra en plus que Quarkus, pour l'image, ils ont un petit truc sympa, c'est qu'ils séparent les librairies tierces du code applicatif, ce qui fait que quand vous rebuildez votre image, si c'est juste votre code applicatif qui change, ce qui est le cas généralement, on va juste changer un petit layer de 500 kilooctets ou d'un mégaoctet. Parce que nos librairies tierces, elles changent assez rarement. Donc en prenant ce principe-là, je trouve qu'il colle très très bien au principe des applications conteneurs natives, parce qu'ils ne vont pas faire un Uberjar avec tout le code dedans, ils vont séparer les librairies tierces de votre code applicatif. Alors, ces problématiques Cloud Ready, comment Quarkus y répond? Alors, il va y répondre par un ensemble de choses. Entre autres, Quarkus y répond par le fait que c'est un framework d'extension. C'est-à-dire que ça a été pensé pour les conteneurs dès le départ, en disant, au lieu d'avoir un gros framework monolithique, on va vraiment tout découper en petites extensions. Mais vraiment, c'est énormément découpé. Il faut savoir que quand vous allez regarder le code de Quarkus, il n'y a pas beaucoup de code par rapport à d'autres frameworks. En fait, c'est assez lisible, en tout cas aujourd'hui encore. Et il y a beaucoup d'extensions. Et chaque extension va intégrer une technologie dans Quarkus. L'intérêt, c'est qu'on intègre uniquement les librairies tierces nécessaires. On a un core framework très petit. Et chaque extension est séparée en deux modules. Un module deployment, un module runtime. Le module runtime, c'est lui qui sera intégré lors du run de votre application. Il contient seulement ce qui est nécessaire à faire tourner l'application. Et le deployment, c'est lui qui va être utilisé pendant le build. Je l'ai déjà dit rapidement, hein, Quarkus il va séparer le build du run. Pendant le build, il va bootstrapper les frameworks. Et au run, il va utiliser le résultat du bootstrapping. Voilà. L'intérêt avec tout ça, c'est qu'on a une utilisation sur le disque qui est faible, donc des petites images. On a un resident set size qui est faible, et surtout, toutes les extensions sont pensées pour démarrer très rapidement. Parce qu'ils délèguent une partie du boulot qui normalement est fait au bootstrapping d'un framework lors du build, donc lors du build avec Maven ou Gradle. Ce qui est super intéressant de faire des tâches au build, c'est que par exemple, si vous avez de l'Hibernate et que vous lisez un fichier persistance.xml, vous avez besoin d'un parseur XML. Seulement, au run, une fois que le fichier persistance.xml il est lu, à quoi ça sert d'avoir une librairie XML? Un parseur XML, ça sert à rien. Donc Quarkus, la librairie du parseur XML, vous ne la retrouverez pas au runtime. Vous ne la retrouverez pas dans votre conteneur, vous ne la retrouverez pas dans les jars de Quarkus au runtime. Le parseur XML, il sera juste utilisé lors du build Maven pour lire le fichier persistance.xml, créer tous les métadatas nécessaires à Hibernate, et ensuite, il va réutiliser le résultat du deployment, donc le résultat de la création des métadatas. C'est un petit peu comme si il générait du bytecode lors du deployment qui va réutiliser au runtime. Il y a effectivement des parties où c'est vraiment ça. Il va générer du bytecode dans la phase de build qui va réutiliser au runtime et donc il va directement démarrer l'application avec un persistence context Hibernate configuré. Alors, chaque extension s'intègre dans le mécanisme de configuration globale de Quarkus et dans la bin factory. C'est vraiment l'étape 0 d'une extension, c'est pouvoir être configuré par l'application properties de Quarkus et avoir des bins disponibles pour l'injection dans la bin factory. Le plugin Maven, il y a aussi un plugin Gradle, donc va construire une application optimisée, minimisant l'empreinte mémoire et optimisant la performance de démarrage. Et c'est optimisé pour les conteneurs. Comme je vous l'ai dit, dans le packaging final, on va séparer les librairies tierces et le code applicatif. Ce qui fait que quand vous changez votre code applicatif, vous n'avez que votre jar du code applicatif qui fait 500 kilooctets, 1 mégaoctet qui change.
Et donc quand vous buildez votre image, vous n'avez que le dernier layer qui est tout petit qui change. Alors, on a parlé rapidement de GraalVM. Donc GraalVM, c'est un projet assez complexe, hein. Il y a pas mal de parties à GraalVM, et Quarkus va utiliser une partie de GraalVM pour pouvoir compiler en natif. Donc il va utiliser un binaire qui s'appelle native image, donc c'est une ligne de commande, et qui va permettre en fait de générer un exécutable binaire. Donc il va prendre votre code Java, il va générer du langage machine. Il va faire ça en utilisant le compilateur Graal. Le compilateur Graal, c'est un compilateur que vous pouvez utiliser dans la JVM, dans Java 11, on peut l'utiliser très facilement, pour remplacer le just-in-time compiler qui est intégré à Java. Le just-in-time compiler, c'est le compilateur qui, quand vous exécutez du code, va le compiler en plusieurs phases pour l'optimiser. C'est pour ça qu'il s'appelle just-in-time, parce qu'il se fait au runtime. Graal, c'est un JIT qui est alternatif à celui qui est dans la hotspot, que vous pouvez déjà utiliser. Et en fait, quand vous l'utilisez avec Native Image, il va le faire en AOT, en ahead of time, c'est-à-dire il va compiler votre binaire avant d'être exécuté, au lieu de le compiler au fur et à mesure de son exécution. Grâce à ça, il va générer un exécutable binaire, ce qu'on appelle un platform spécifique highly optimized binary. Ensuite, il va intégrer dans votre exécutable SubstrateVM, qui est une virtual machine Java très légère, qui va exécuter l'application native, mais ce sera dedans en fait. Hein. Le principe de base de Substrate, c'est le Closed Word Assumption. Quand SubstrateVM exécute votre code, il faut qu'elle sache l'intégralité du code qui va être exécuté. Puisque ce sera optimisé, compilé en AOT, il faut qu'il connaisse tout. Ce qui veut dire que si vous avez de la réflexion dans votre code, si vous avez des proxys dynamiques, Substrate ne peut pas le faire, parce qu'il aura intégré que le code nécessaire. Le principe, c'est que quand vous donnez votre application, il va parcourir tous les chemins possibles de l'application, et il va éliminer tout le code qui n'est pas appelé. C'est ce qu'on appelle le dead code elimination. Donc c'est pour ça qu'on dit un closed word, c'est que lui, il doit tout connaître. Donc automatiquement, si vous voulez faire de la réflexion ou des proxys dynamiques, il faut aller le dire explicitement lors de la compilation native, donc à l'exécutable native image, via des fichiers de config. Donc c'est très compliqué. Ce qui est bien, c'est que Quarkus il va le faire pour vous. Et ce qui est encore mieux, c'est que Quarkus se base très peu sur la réflexion. Ils vont plutôt générer du bytecode pour éviter ça. Alors GraalVM, c'est une JVL partielle, c'est-à-dire il y a des choses qui ne sont pas supportées dans GraalVM, entre autres JMX, JVMTI, donc il n'y a pas d'agent avec GraalVM, il n'y a pas de security manager. Il y a pas mal d'autres choses, donc il y a un lien que je vous ai mis en bas qui vous donne toutes les limitations. Aujourd'hui, GraalVM, c'est uniquement du Java 8, mais il y a Java 11 qui devrait sortir prochainement dans la version 19.3. Donc, quand on va générer notre application native, ça va être via une ligne de commande avec des fichiers de config, entre autres pour lister toutes les méthodes pour la réflexion. Chaque méthode sur laquelle on va vouloir faire de la réflexion, chaque classe, chaque méthode. Donc ça peut être très fastidieux. Ce qui est bien, c'est que Quarkus, comme il a été pensé dès le début, il va vous faciliter l'utilisation de GraalVM. Tout d'abord parce qu'il va faire très peu de réflexion. Concrètement, dans la plupart des étapes de deployment de chaque extension, il va plutôt faire de la génération de bytecode. Et cette génération de bytecode va éviter de la réflexion au runtime. Par contre, il y a toujours des frameworks qui en font quand même. Donc pour ça, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va permettre d'enregistrer automatiquement des classes pour réflexion, ce qui fait que vous n'avez pas à le faire manuellement. Il va le faire dans des extensions où il vous propose une annotation pour le faire vous-même, @register for reflection. Ensuite, Quarkus le fait pour vous. Il va vous gérer le support du SSL qui est un peu complexe avec Graal, parce que par défaut, il n'y a pas de SSL, il faut le configurer. Il va apporter un ensemble de substitutions. Tous les frameworks que vous pouvez utiliser ne sont pas forcément compatibles GraalVM. Parce que je vous l'ai dit, GraalVM, il y a le Closed Word Assumption, le fait qu'on ne peut pas faire certaines choses, on ne peut pas le faire. Proxy dynamique, la réflexion, et ainsi de suite. Si vous avez des frameworks qui font ça, ou qui font des choses avec le SSL qui ne sont pas supportées avec Graal, eh ben, ça pose problème. Donc Quarkus, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous fournissent des substitutions. La substitution, c'est la manière dans GraalVM d'aller dire ce bout de code n'est pas compatible GraalVM, c'est pas grave, tu le substitues par un autre bout de code. Donc vous allez avoir des bouts de code Java qui vont remplacer le bout de code de votre librairie. Classiquement, qui font rien, par exemple, ou qui vont vraiment faire quelque chose. En plus, il y a le plugin Maven de Quarkus qui va faire quasiment tout pour vous, et il y a beaucoup de documentation sur l'utilisation de Graal. Chaque extension est compatible GraalVM. C'est vrai aujourd'hui, on espère que ce sera toujours demain.
Et ce qui est intéressant, c'est que quand on a une extension qui est vraiment compatible pour le GraalVM, quand on optimise pour GraalVM, en fait, on optimise aussi pour la JVM standard, pour Hotspot. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font du Quarkus et qui la déploient dans Hotspot parce qu'ils ne connaissent pas trop Graal, ou alors ils ont besoin de tout ce qui est monitoring qui n'est pas inclus dans Graal. Et ben, en fait, le principe d'éviter d'avoir trop de jar au runtime, de se passer de réflexion, de générer de bytecode, ça permet aussi au sein de Hotspot de démarrer plus vite et d'utiliser moins de mémoire. Donc on profite de toute façon de ces implémentations, qu'on utilise Graal ou pas. Après, Quarkus, ce n'est pas juste Graal, c'est aussi pas mal de fonctionnalités Cloud Ready. Des fonctionnalités cloud qui sont principalement issues de microprofiles. Par exemple, la configuration centralisée qui est surchargeable au runtime via la ligne de commande Java ou les variables d'environnement. Tout ce qui est observabilité, des extensions autour de tout ce qui est else, liveness, readiness, Open Metrics pour tout ce qui est métrologie, Open Tracing pour du Jaeger pour faire du tracing, Open API pour la documentation. Ils ont aussi une extension autour de tout ce qui est fault tolerance pour pouvoir implémenter du retry, du timeout, du fallback, du circuit breaker. Donc implémenter des fonctionnalités qui permettent, quand vous avez un service en appeler l'autre, qu'il le fasse de manière tolérante à la panne. Donc ça c'est très intéressant quand on est dans une architecture microservice, et juste avec une petite annotation. Et ils ont du reactive stream et du reactive messaging, comme je vous l'ai dit. Donc reactive messaging avec Kafka, MQP, MQTT, reactive stream avec entre autres du RxJava. En plus, ils ont vraiment des fonctionnalités qui sont cloud natives, donc qui sont pensées pour s'interfacer avec les systèmes cloud. Ils ont des extensions serverless ou function as a service, AWS Lambda depuis très longtemps, Azure Functions qui vient d'arriver. Ils ont un client Kubernetes. Il y a une vidéo très intéressante qui explique comment créer un opérateur Kubernetes avec Quarkus. Et donc, il y a vraiment un client Kubernetes qui permet à votre application, si elle démarre sur du Kubernetes, d'avoir accès directement aux API Kubernetes et dans votre code Java, d'aller récupérer les informations du cluster et du pod et du nœud et ainsi de suite. Et ils ont aussi une intégration avec Decorate pour générer automatiquement les ressources Kubernetes de votre application si vous le désirez. Je vais vous faire une petite démo. Donc, moi, avant, j'utilisais Delicious pour gérer mes bookmarks. Et hélas, Delicious, maintenant, c'est devenu totalement inutilisable. Donc, je voudrais créer une petite application pour gérer mes bookmarks. Donc, un bookmark, il y a quoi? Il y a un titre, un URL, une description, une location. Parce que j'aime bien savoir où est-ce que j'ai créé le bookmark. Et un identifiant. Donc, ça, c'est mon business object. Dans Quarkus, ils ont une petite extension qui s'appelle Hibernate with Panache, qui permet de faciliter l'utilisation d'Hibernate. Donc je vais l'utiliser ici. Donc ça va être, comme je vous l'ai dit, ça va être de l'Hibernate, donc du JPA. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais annoter avec @entity. Okay. Donc comme ça, mon objet bookmark, c'est une entité JPA. Je vais pouvoir la persister sur une base de données. Et je vais utiliser Panache. Comment on utilise Panache? Il y a deux manières d'utiliser Panache. Panache, il peut s'utiliser avec un pattern active records. Qui connaît le pattern active records? Okay. Donc c'est un pattern pas très connu, puis c'est assez intéressant, qui est inspiré de Ruby on Rails, je crois. Le principe, très grosse maille, c'est de dire que notre business object, il est capable de se persister sur la base lui-même, il a des fonctions sur lui-même pour se trouver. Voilà. Donc en fait, votre business object est votre DAO. Ils ont aussi une interface repository, si vous préférez faire des repositories. Dans ce cas-là, vous pouvez créer un autre composant qui implémentera Panache Repository et vous aurez les mêmes méthodes que vous avez directement sur votre entité sur un repository. Si vous voulez séparer les méthodes liées à l'accès à la base de données de votre business object. Mais bon, à partir du moment où c'est des entités JPA, de toute façon, on a des informations sur la persistance de notre objet dedans. Alors, Panache Entité, ce qui est bien, c'est qu'il gère les ID pour moi, donc je n'ai pas besoin de garder l'ID. Okay. Ça, c'est tout. Alors, vous voyez là ici que j'ai tous mes attributs qui sont en public. Alors moi, ça m'a choqué un petit peu au début, mais chez les créateurs d'Hibernate, ils utilisent beaucoup ça. Parce qu'ils disent, après tout, mon entité, le seul but qu'elle a, c'est de stocker de la donnée, donc pourquoi aller m'embêter avec des getters et des setters? Vous pouvez mettre des getters et des setters,
c'est supporté. Si vous ne les mettez pas, il va les générer pour vous. Donc là, j'ai l'impression de passer par des champs publics, mais en réalité, je passerai par des getters et des setters. Mais tout ça, c'est transparent. Donc ça, c'est mon objet bookmark. Voilà. Donc là, j'ai mon endpoint REST, bookmark ressource. Donc c'est un endpoint JAX-RS standard. Hein, donc il répond sur Slack bookmarks. Il produit, il consomme du JSON, comme ça c'est plus pratique. Et je vais essayer d'implémenter un ensemble de méthodes dessus. Donc list all pour les lister tous. Ok. Donc je vais mettre mes annotations JAX-RS. Et donc là, comme je vous l'ai dit, ce que je vais faire, c'est que je vais directement utiliser ma classe bookmark. Donc j'ai plein de méthodes sur la classe bookmark qui viennent de Panache. Entre autres, j'ai la méthode list all. Alors, je vais très rapidement, donc pour tout ce qui est recherché, j'ai pas mal de méthodes. Alors, elles sont tous, j'ai des méthodes qui sont list, find et stream. Stream pour récupérer des streams Java, list pour récupérer une liste, find pour récupérer un objet Panache Query sur lequel je peux faire de la pagination. Et après, à chaque fois, je peux écrire directement la requête. Donc vous pouvez réécrire de la requête JPQL ou vous pouvez écrire des requêtes un peu plus courtes. Par exemple, vous pouvez écrire status et un attribut alive. Voilà. Et donc là, il va vous créer automatiquement select from bookmark ou status égale alive. Sinon, on peut mettre status égale point d'intégration 1. Donc on peut utiliser des paramètres qui sont avec un index, ou status égale 2 petits points status pour utiliser des paramètres nommés. Et dans ce cas-là, j'aurai des paramètres nommés. J'utilisais parameters.with status alive. Voilà. Donc il y a pas mal de choses qui permettent de faciliter le requêtage sur Hibernate. C'est des petits trucs en fait. Hein. Panache, c'est vraiment une toute petite surcouche sur Hibernate. Ça permet juste de faciliter les opérations les plus classiques. Donc ça devrait marcher. Vous voyez, j'ai pas de classe application, j'ai vraiment que ces deux classes. Hein. Alors, je vais pas arrêter, c'est pas grave. MVN. Donc je le lance avec Maven. Oui. En mettant Quarkus de petit point dev à la fin, je vais appeler le goal Quarkus qui va lancer le plugin Quarkus qui va faire cette fameuse phase de deployment, puis me lancer mon application. Je le lance en mode dev, il va me lancer aussi la boucle de hot reload. On va attendre. Et donc après, j'aurai mon application qui va être disponible sur le port 8080. Donc ce qui se fait au deployment, là, comme je suis en dev, il le fait au démarrage principal. C'est la phase d'augmentation ici. Voilà. Et donc cette phase d'augmentation là qui a pris 2 secondes, quand je suis au runtime, je ne l'aurai pas cette phase d'augmentation, parce qu'elle aurait été faite dans le build Maven, et donc j'aurais gagné ces 2 secondes là. Ok, donc là Quarkus est démarré, et si j'appelle, j'ai bien ma liste des bookmarks. Bon, j'ai aucun bookmark, donc de toute façon pour l'instant il faut que je puisse en créer. Donc là, vite fait, je vais aller implémenter les autres méthodes. Okay. Donc là, pour récupérer un bookmark, je fais return bookmark, .find by ID. Okay. Pour créer un bookmark, alors là, c'est super sympa. En fait, mon bookmark, comme je vous l'ai dit, c'est un objet qui n'est pas capable d'interagir avec la base de données, donc directement, je peux faire persist. Voilà. Une fois que j'ai fait persist, mon bookmark il est persisté sur la base de données, donc entre autres, il aura un ID qui aura auto-généré. Donc je vais pouvoir l'utiliser pour créer une réponse OK avec mon ID. Donc c'est réponse.created, URI.create, donc là c'est /bookmarks plus bookmark.id.build. Voilà. Donc là, je crée une réponse avec un code de retour 200, parce que c'est created, dans lequel je donne l'URI, qui va être mis dans le header location, donc c'est du standard REST, hein, et où je récupère l'ID. Là, ici, je ne passe pas l'ID quand je vais appeler mon web service, il sera automatiquement mis par Hibernate. Donc là, on va faire du post. Okay. L'update
Ça va être du put, mais je ne vais pas le faire parce que l'update, ça m'a toujours embêté, parce qu'il faut créer faut récupérer l'objet de la base, mettre à jour les champs, le persister. Enfin, en JPA, l'update n'est pas très pratique. Et le delete, c'est très simple. Je vais récupérer mon bookmark. Pardon. Excusez-moi. Donc, je vais le récupérer en find by ID de mon bookmark, et après, je vais faire un bookmark.delete. Ça a l'air bien, tout ça? On va tester. Donc, la première fois que je vais réappeler mon endpoint, c'est un petit peu long, parce qu'il redémarre Quarkus à ce moment-là. Il n'a pas redémarré à chaque fois que j'ai bougé du code. Il l'a redémarré en 2 secondes. Et le premier redémarrage est plus long, et les redémarrages successifs sont plus rapides. Je vais aller créer un bookmark. Donc là, je crée un bookmark avec l'URL title description. Ah, j'ai une erreur. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah ouais, j'ai oublié de mettre un arrobas transactional. Ça, c'est dommage. C'est vrai qu'à partir du moment où je modifie quelque chose sur ma base, il faut que je sois dans une transaction. On va aller mettre arrobas transactional de ce fait sur tous mes opérations qui modifient la base. Super, donc là, je l'ai créé. Je peux bien le récupérer. Quand je fais un get sur /1, oh, j'en ai pas. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Attendez. /bookmark /1. Alors, quelqu'un a vu un bug? Oui, merci. Effectivement, j'ai pas mis de pass pas de pass, donc il me prend le pass par défaut, donc il m'a mappé mes 2 opérations sur le même. Donc il faut bien mettre un pass /id, ok, et ici un pass param id. Donc ça c'est du JAX-RS standard, du JPA standard. Pour l'instant on est sur des choses assez classiques. No content. Ah oui, oui. Alors, mon Hibernate par défaut il est en recréation. Okay. Donc là je l'ai bien, et là je peux le supprimer, et j'ai plus rien. Je devrais plus avoir rien. Sauf... Voilà, la même chose, le passe-param. Ah, il y en a qui font plus attention que moi. Alors, on va le recréer. On le récupère. On le supprime. Il n'y en a plus. C'est magique. OK. Donc voilà, ça c'est la première étape. J'ai créé un web service JAX-RS assez classique et j'ai utilisé Panache pour accéder à ma base de données. Okay. Donc là, à part Panache, c'est des choses assez classiques que tout le monde, voilà, que les gens qui font du web service RESTful devraient à peu près connaître. Maintenant, je vais vous parler de tout ce qui est documentation. Okay, donc comment est-ce qu'on va documenter? Avec Quarkus, c'est assez facile. On a donc l'OpenAPI qui est intégré. Donc on va aller documenter nos opérations en OpenAPI. Donc, oups. Et donc par exemple, là ici, c'est list all bookmarks. Donc ça, c'est mon opération qui me permet de lister tous les bookmarks. Et celui-ci, c'est get bookmark, ok. Et je vais pouvoir aller configurer ici ces paramètres. Voilà, ici. Sauf que c'est pas ID, c'est name égale ID. Okay. Donc vous pouvez ensuite aller accéder à la définition OpenAPI, et vous voyez bien que là, ici, j'ai du list all bookmark. Même si j'avais mis aucune annotation, j'aurais déjà un OpenAPI qui aurait été généré juste en intégrant la librairie. J'ai pas d'annotation globale pour configurer l'API ou quoi que ce soit qui est obligatoire. Je peux aller juste mettre
ce que je veux documenter ou rien du tout. Donc encore une fois, là c'est pour vraiment réduire le boilerplate. Je documente ce que je veux. Et j'ai aussi un Swagger UI qui est disponible. On va regarder le Swagger UI. Est-ce qu'il est encore? Ouais, voilà. Et le Swagger UI, il est disponible seulement en mode dev, et donc il me permet directement d'aller tester, si je veux, mon API. Et dès que je déploie, dès que je package mon application, le Swagger UI est plus intégré. Donc, OpenAPI, c'est bien. Maintenant, ce que je voudrais, c'est avoir de la métrologie, donc des métriques sur mon application. Pour ça, pareil, je vais aller ajouter les annotations de métrologie. Et donc là, je vais dire que, par exemple, ce que je veux, c'est compter le nombre d'appels à la méthode. Donc, listAll.count. Et ici, là, ce que je voudrais, c'est, pareil, la même chose. Et aller mesurer le temps. Donc j'ai des annotations qui sont des annotations OpenMetrics. Et je vais devoir aller... alors là, je dois mettre des noms, parce que sinon, par défaut, il prend le nom de la méthode. Et donc comme je mets deux annotations pour pouvoir aller faire de la métrologie sur le nombre d'appels et sur le temps de réponse, je suis obligé de mettre les deux. OK. Pardon, ça c'est get. Parce qu'ils doivent être uniques. Comment ça? Oui, pardon. C'est pas grave, ça aurait marché quand même. Mais c'était moche. Encore une fois, la métrologie, vous en avez par défaut. Quand vous ajoutez les annotations, vous avez la métrologie applicative. Donc là, si je fais quelques appels, je vais avoir ma métrologie applicative. Voilà. Donc c'est du pardon. Là, c'est pas du Prometheus, parce que c'est en format JSON. Si vous enlevez le format JSON, vous avez du format Prometheus. Donc directement pour l'intégrer dans un Prometheus. Ou sinon, vous pouvez demander en format JSON. Et donc ça, c'est les métriques applicatives. J'ai bien mon time et mon count. Si on regarde sur le list all, je vais avoir du count de 3. OK. Et au niveau du time, j'ai les times avec les percentiles. Donc ça, c'est sympa. Et vous avez un ensemble de métriques de base qui vont être intégrées. Et qui sont des métriques sur l'utilisation CPU, mémoire, et sur voilà, et ainsi de suite. Dernière chose, else. Donc moi, je voudrais pouvoir récupérer les informations sur le fait que mon application elle soit up ou pas. Donc j'ai un endpoint else. Donc juste en mettant l'extension, c'est vrai que je ne vous ai pas montré les extensions, donc je peux vous le montrer maintenant en fait. Donc grosso modo, mon pom.xml, donc ça c'est du pom Maven classique. J'ai une dépendance vers Quarkus, ok, elle est là. Donc j'ai une dépendance vers le BOM de Quarkus qui va me permettre de remonter toutes les dépendances Quarkus. Et après, je vais intégrer les extensions nécessaires. Je vais faire du REST-easy en JSON, donc j'intègre l'extension REST-easy JSON-B. Je vais faire de la Hibernate ORM avec Panache. Je vais faire de l'OpenAPI, du else. J'ai une base Postgre et je fais du metrics. Donc là, j'intègre vraiment les parties dont j'ai besoin. Et donc, comme j'ai intégré else, directement, j'ai du else check. J'ai aussi du readiness et du liveness. Pour l'instant, ça remonte la même chose parce que j'ai rien de spécifique. Donc on va aller faire un else check applicatif. Donc my else check. Je dois la noter avec readiness parce que je veux que ça soit du readiness et je lui fais implémenter else check. OK. Je dois fournir, j'ai une méthode qui va retourner un else check response. Donc je fais return. Alors je sais plus là, j'ai un builder. Ouais voilà. Point builder. Point up. Mon else check sera up. Point with data et je vais pouvoir donner du data qui sera récupérable via le endpoint. OK. Point build. Donc ça c'est mon else check. J'appelle le live, normalement il n'y aura rien, puisque c'est un else check de readiness. J'appelle le ready, j'ai créé un else check de readiness, okay, qui sera visible
Super. Donc là, j'ai mon application, elle répond à pas mal de problématiques Cloud Ready, elle est observable, elle est discoverable via l'OpenAPI, elle a du health check pour pouvoir l'intégrer sur du Kubernetes automatique avec du readiness et du liveness, il n'y a pas beaucoup de code, et j'ai de la configuration. Je vais vous montrer la configuration. Donc la configuration, c'est un fichier de properties classique. Donc par exemple, là, je vais intégrer une configuration, une propriété qui s'appelle greeting, avec la valeur dev, et je vais aller la lire dans mon bookmark ressource. Pour lire une configuration, on va utiliser config property qui permet d'injecter une configuration. Et je vais utiliser tout simplement une petite méthode en post-construct, donc qui sera appelée à l'instanciation de mon bin, après l'instanciation de mon bin, pour aller faire un hello world. Si je fais ça, quand je vais démarrer mon bookmark, mon application bookmark, ça ne marche pas. No config value existe. Pourquoi est-ce que... Ah oui, pardon. Il faut mettre à tout prix name égale greeting. Voilà, et donc là, j'ai bien hello dev. En fait, là, je voulais hello prod et je voulais hello dev seulement en dev. Donc, il y a la gestion des profils. Donc, un profil en Quarkus, ça se met avec % le nom du profil. Donc là, en %dev, normalement, j'ai toujours à avoir hello dev qui va s'afficher. Okay. Donc là, j'ai toujours hello dev qui s'affiche. Par contre, si je package mon application, je vais avoir hello prod. Donc je vais packager, et vous allez voir quand il va packager, à un moment, il va démarrer l'application, mais dans le build Maven. Ça va être là dans quelques secondes. Voilà. Et donc là, il fait la phase d'augmentation dans le build Maven. Et vous avez vu là, qu'est-ce qu'il fait? Il va démarrer Hibernate. Et le résultat du démarrage d'Hibernate, il va l'enregistrer et le rejouer tel quel au démarrage. Donc, mon jar, j'ai mon target, mon bookmark service. Donc j'ai un jar runner, et c'est celui-là que je vais lancer. C'est un petit peu lent aujourd'hui, c'est très lent aujourd'hui. Donc il s'est démarré en 5 secondes, donc c'est un petit peu lent aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Enfin, bon, ça va quand même. Il liste toutes les features qui ont été installées. Et donc là, si je vois, il a bien pris le point de configuration de production. Si je voulais, je pourrais surcharger via ligne de commande, -d greeting égale jar. Et je pourrais aussi en variable d'environnement. Alors, on avait pas mal, voilà, j'ai pas mal parlé du fait que ça a une empreinte mémoire faible. Donc, quelle est l'empreinte mémoire de mon application? L'empreinte mémoire, elle est ici. J'ai un resident set size qui fait 250 MB. Donc, il faut voir que c'est vraiment l'empreinte totale consommée sur ma machine. Donc c'est un petit peu plus que ce qui était sur le site de Quarkus, qui mettait à peu près 160, je crois, de tête. J'ai un peu plus de librairie, et aussi, j'ai Java sans aucune configuration. C'est-à-dire que là, je ne vais pas configurer, entre autres, la taille de la heap. Je vais aller configurer la taille de la heap. Ce qui va permettre, normalement, XMX, donc je vais prendre une heap à 32 MB, c'est largement suffisant pour un petit web service comme ça. On tourne vraiment avec 32 MB. Sur du Quarkus, il n'y a pas de souci. Et donc là, j'ai un resident set size qui est de 126 mégaoctets. Donc je suis à peu près dans les cordes par rapport à ce qui était annoncé. Et mon application, avec 32 MB, elle tourne sans souci.
On peut la faire tourner avec 16 MB, mais avec 16 MB, elle est un peu moins performante. 32 MB, c'est bien. Voilà. De toute façon, vu tout ce qu'il y a autour, c'est pas mal. Je vous ai compilé en natif avant, parce que la compilation native, ça prend beaucoup de temps. Et donc ça, c'est le résultat de la compilation native. Donc là, vous voyez, ça, c'est la commande native image qui a été générée par Quarkus. Encore eux qui le génèrent pour nous. Entre autres, là-dedans, il y a des fichiers de config qui sont utilisés par défaut et qui sont générés. Voilà, ils sont ici, là, les fichiers de config. Non, ça, c'est ce qui est généré par grade. Entre autres, ils génèrent les fichiers de config pour la réflexion. Et après, vous voyez, ça prend 2 minutes. Le process native image, et vous avez intérêt à rien faire d'autre sur votre machine. Hein. Moi, ça squatte tous les processeurs, 8 Go de RAM. C'est assez lourd parce qu'il analyse tout le code. Voilà, je vous l'ai mis de côté, on va aller l'exécuter. Alors, vous avez vu le temps de démarrage, c'est pas mal, 200 millisecondes. Donc là, je pense que je suis un peu lent parce que je ne suis pas sur batterie, c'est vrai, c'est pour ça. Quand on est sur batterie, c'est beaucoup plus rapide que ça. C'est à peu près 2 fois plus rapide. Mon PC est 2 fois plus rapide en démarrage quand je ne suis pas sur batterie. Donc là, je démarre en 200 millisecondes. Et alors, on va aller regarder le resident set size. Il est à 36 mégaoctets. Donc là, je pourrais déployer ça dans un conteneur où je lui mets 64 mégas de RAM sur mon conteneur. Et 1,5 CPU si je voulais. Alors, le binaire en question qui a été généré, il est assez petit. On va faire un ls. Il fait 48 MB, donc il contient vraiment tout le code de votre application avec tout le code de vos jars et ainsi de suite, et la VM. Et donc après, avec ça, vous pouvez builder une image. From scratch, c'est un peu compliqué avec du GraalVM, mais depuis des images minimalistes, des images sans OS, et qui vous permettent d'avoir une image qui va faire 70, enfin moins de 100 mégas, je sais plus 70, 80, quelque chose comme ça, c'est des toutes petites images. Voilà. Notre application jar, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, quand on regarde, elle fait 300 kilooctets. Je vous l'avais dit, il sépare les librairies tiers de mon code applicatif. Mon code applicatif, il n'y a quasiment rien, j'ai mes 300 kilooctets, c'est mon code applicatif avec mes fichiers de conf. Okay. Et après, il va utiliser tout ce qui est dans le répertoire libre. Et c'est dans le répertoire libre, là où je vais avoir mes 30 megs de librairie. Okay. Voilà. Ils viennent avec un Dockerfile intégré qui vous propose, enfin, basé sur du Java Alpine. Et c'est là où on voit la séparation entre le deployment et le jar applicatif, et qui permet d'avoir des builds de Docker assez rapides. Je ne vais pas le builder en Docker, il reste 2 minutes si vous avez des questions.